Je suis le chef du bureau de l'Union européenne et donc mon bureau en fait prépare et coordonne les positions du ministère de l'Agriculture sur les enjeux des politiques agricoles pour d'une part les porter et les défendre entre les différents ministères pour en faire la position de la France qui sera ensuite portée et défendue à Bruxelles. Donc notre bureau a un rôle d'interface important pour préparer et suivre la négociation européenne qui arrive, aussi bien en interne France, au sein du ministère, qu'à l'extérieur, dans les différentes instances européennes. Donc je vais dresser le décor. Donc je vais le faire en 2 temps, en fait. Je vais vous rappeler les éléments de contexte et de calendrier européen, où on en est dans la préparation des négociations à venir, qu'est-ce qui nous attend dans les mois à venir, qu'est-ce qui a déjà été discuté. Et ensuite, je reviendrai sur la scène française en vous expliquant en fait où on en est dans le travail de préparation du positionnement français sur la future PAC et comment ce travail s'effectue au niveau du gouvernement français et aussi comment les parties prenantes sont associées à ces réflexions préparatoires. Alors, en fait, s'agissant du calendrier, il va y avoir, vous le savez, 2 négociations en fait qui interviennent en même temps. Vous avez la négociation sur les outils de la future PAC, on parle de négociation sectorielle dans le jargon européen, et bien évidemment, l'argent étant le nerf de la guerre, la négociation de la future PAC est liée au budget qui lui sera accordé dans le cadre du futur cadre financier pluriannuel de l'Union européenne 2020-2027. Et comme vous le savez, la Commission a effectué ses propositions le 2 mai dernier, donc j'y reviendrai. S'agissant du calendrier de la future PAC, en fait, il a été lancé par la communication de la Commission le 29 novembre dernier, et il va être suivi par les propositions législatives de la Commission qu'on attend pour la fin du mois de mai et du début du mois de juin. Et puis, par ailleurs, le Conseil et le Parlement ont commencé déjà à préparer la réforme depuis le début de l'année, puisque nous avons eu de nombreux débats au sein du Conseil sur cette future PAC, et notamment des conclusions de la présidence ont été adoptées le 19 mars 2018, qui ont été supportées par 23 États membres sur 28. Et ensuite, bien évidemment, au Parlement européen, les discussions ont également démarré avec un rapport d'initiative qui devrait être adopté en commission agriculture du Parlement européen demain, et puis qui devrait être adopté en plénière donc le 31 mai. Donc en fait, si vous voulez, vous avez la négociation de la future PAC va se faire, c'est un ménage à 3, elle se fait entre la Commission, le Parlement et le Conseil, et chacun en fait chemine sur ses propositions, et ensuite à un moment donné, il va y avoir en fait la volonté de trouver un compromis entre les 3 institutions dans le cadre des trilogues. Mais donc du coup, le point important à retenir, c'est effectivement le lancement officiel de la négociation avec ces propositions législatives qui vont être publiées le 31 mai ou le 1er juin. Alors, je vous ai mis là un petit calendrier. Alors, sans rentrer trop dans les détails, ce qui est important à retenir, c'est qu'au niveau européen, et vous le savez, il va y avoir des élections européennes en mai 2019 et la Commission va être renouvelée en octobre 2019. Ce qui signifie en fait, c'est que le calendrier désormais va s'accélérer dans ces négociations pour essayer de cranter le maximum de choses avant ces élections européennes qui vont en fait être un temps mort de plusieurs mois avant la reprise des négociations. L'objectif politique affiché, c'est d'avoir un accord avant les élections européennes de mai 2019. C'est très ambitieux, sachant que la dernière réforme, il a fallu 2 ans en fait pour avoir un compromis entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Et de même, les négociations sur le cadre financier pluriannuel qui se sont faites en parallèle ont duré extrêmement longtemps, sachant qu'en plus, sur le cadre financier, sur le budget de l'Union, il faut un accord à l'unanimité du Conseil. Donc voilà, ce qu'on peut dire, peut-être rappeler les éléments phares de cette communication de la Commission.
En fait, sur le fond, elle s'inscrit dans la continuité des réformes précédentes. Il n'y a pas de changement majeur. La principale nouveauté, en fait, c'est sur le cadre de mise en œuvre, en fait, où une plus grande flexibilité et subsidiarité serait laissée aux États membres dans la déclinaison de la politique agricole commune. Alors j'y reviendrai tout à l'heure. Donc dans le jargon européen, on passerait d'un cadre de conformité, où tout est défini, décliné, régi au niveau européen, à une approche beaucoup plus fondée sur les résultats, avec une plus grande flexibilité laissée aux États membres. Et le cadre réglementaire serait allégé, et chaque État membre devrait élaborer un plan stratégique donc, qui couvrirait à la fois le premier et le deuxième pilier. Et donc, il n'y aurait plus de programmation de développement rural, mais un seul programme réalisé, porté par chaque État membre et validé par la Commission européenne. J'y reviendrai tout à l'heure. Bon, je vous ai rappelé les principaux objectifs qui ont été avancés, mis en avant par la Commission dans sa communication. Promouvoir un secteur agricole donc, résilient face à la multiplication des aléas, mais aussi qui tire parti des nouvelles technologies, le numérique, etc. Ensuite, il y a bien évidemment toujours l'ambition environnementale de la future PAC qui serait renforcée pour répondre à l'urgence climatique notamment. Et ensuite, il y a toujours les enjeux qui sont identifiés de développement rural, de consolidation des activités agricoles et agroalimentaires dans les zones rurales pour maintenir notamment de l'emploi, de l'activité économique et de la création de valeur. Donc, dans le détail, si on parle outils dans cette communication de la Commission, donc ce qu'il faut retenir, c'est que les outils de soutien aux revenus au travers des paiements directs ne sont pas remis en cause, mais la Commission souhaite mieux les répartir, mieux les cibler pour avoir une répartition plus équitable de ces soutiens. Il y a tout un volet important sur les enjeux de gestion des risques, de renforcement de la résilience d'exploitation face aux aléas, avec plusieurs niveaux d'outils en fonction du niveau des risques. La Commission souhaite renforcer l'attractivité des outils existants, s'agissant notamment des outils assurantiels et des fonds de mutualisation, et elle souhaite créer une plateforme où les outils de gestion des risques mis en œuvre dans les différents États membres seraient partagés, notamment pour partager, confronter les expériences. La Commission souhaite aussi expérimenter de nouveaux outils, notamment les instruments financiers en ce qui concerne l'accompagnement des investissements. Il y aura aussi donc dans cette communication mis en avant la nécessité d'avoir une architecture environnementale plus importante sur le premier et le deuxième pilier, en articulant à la fois des mesures réglementaires, conditionnalités, et volontaires qui pourraient être mises en œuvre sur les deux piliers. Premier pilier dans le cadre de paiement pour services environnementaux et dans le cadre du deuxième pilier au travers des mesures agro-environnementales. Ensuite, sur cette communication, donc, comme je vous l'ai dit, donc, un élément important, c'est le nouveau modèle de mise en œuvre, le nouveau fonctionnement de la PAC, où en fait donc, le cadre européen serait simplifié, donc, il s'en tiendrait aux grandes définitions, aux règles générales, aux grandes catégories d'interventions mobilisables, et notamment au regard de leur compatibilité au niveau des règles OMC. Donc seraient définies notamment les enveloppes qui doivent être allouées à chacune des interventions possibles. Donc le cadre serait beaucoup plus simplifié. Et en fait, les mesures, les conditions d'éligibilité seraient définies, déclinées par les États membres et seraient de la responsabilité des États membres. Donc on changerait vraiment d'une logique où tout est régi et contrôlé au niveau européen à une logique en fait qui responsabiliserait beaucoup plus les États membres, avec aussi un certain nombre de risques qu'il faut avoir en tête. D'une part, c'est un transfert de la charge administrative de la Commission vers les États membres, donc il y a un risque d'alourdissement de la charge administrative de gestion de la PAC pour les États membres, et d'autre part, il y a un risque en fait de distorsion de concurrence entre États membres. Donc il est important en fait de garder quand même un socle commun de règles minimum pour que les conditions de concurrence soient équitables entre les filières, les systèmes de production et les différents États membres. Donc je vous l'ai dit, donc, le document de la future PAC qui sera élaboré par chaque État membre, c'est un plan stratégique articulé sur les deux piliers, ce qui fait sens pour avoir une cohérence de la politique dans son ensemble, et qui devra être validé par la Commission. Donc la Commission a dit que ce plan devra être simple, à voir effectivement dans les faits comment ça va se traduire. Nous avons beaucoup d'inquiétudes.
Et donc, en fait, ensuite, dans ce plan stratégique, chaque État membre devra indiquer les interventions qu'il choisit, les montants qu'il alloue, et en fait, comment il compte répondre aux grands objectifs de la PAC et aux objectifs spécifiques qui sont déclinés dans le pays, avec un certain nombre d'indicateurs qui seront contrôlés par la Commission, indicateurs de réalisation liés à la gestion de la politique, mais aussi ensuite des indicateurs de résultats et des indicateurs d'impact. Donc voilà, bonjour les dégâts, sachant que la Commission s'est engagée à faire des indicateurs simples, quantitatifs et facilement mesurables. À voir. Donc du coup, ensuite, je voulais quand même faire un focus sur les aspects qualité, origine des produits, qui apparaissent aussi, qui transparaissent dans cette communication. Il y a un axe dédié dans la communication de la future PAC, qui met en avant en fait le rôle de la PAC pour garantir des produits alimentaires de qualité, de production agricole durable, et notamment en particulier pour répondre aux attentes des consommateurs. Elle met en avant aussi les enjeux de lutte contre le gaspillage alimentaire, de qualité, de nutrition des produits, mais aussi des enjeux de santé publique et également de bien-être animal. Donc les IG, l'agriculture biologique, les nouvelles technologies sont mises en avant aussi pour répondre à ces enjeux d'amélioration et de renforcement de la qualité des produits qui permettent aux agriculteurs d'avoir une meilleure rémunération de leur production et donc de mieux valoriser leurs produits. Donc voilà. Alors ensuite, suite à la communication de la Commission, donc les premiers échanges préliminaires. Ok, je me suis trompé. Alors, voilà, ça c'est bon. Les premiers échanges préliminaires sont intervenus au niveau européen, en fait, dès le début de l'année, au Conseil et au Parlement. Donc, en fait, on peut dire que globalement, il y a un consensus au niveau du Conseil et du Parlement pour réaffirmer les objectifs de la PAC qui sont inscrits dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, l'acte de base de l'Union européenne, à savoir donc garantir un revenu décent aux agriculteurs, garantir une alimentation pour les consommateurs européens à prix raisonnable, garantir aussi donc des exigences en termes de compétitivité, de renforcement de la compétitivité de l'agriculture européenne. Et puis également, donc, il y a un consensus pour indiquer que la PAC aussi doit s'articuler avec les autres politiques environnementales, même, et répondre en partie à des objectifs environnementaux et climatiques qui relèvent d'autres politiques. S'agissant du nouveau modèle de mise en œuvre, les réactions exprimées à ce stade sont assez diverses. Donc, il y a globalement, au niveau des États membres, beaucoup d'attentes pour que cet outil corresponde à une véritable simplification de la politique agricole commune. Beaucoup d'espérance en ce sens. Mais comme je l'ai dit, même si de nombreuses interrogations demeurent en pratique quant à la déclinaison de ces plans stratégiques et de ce nouveau modèle de mise en œuvre et au rôle en fait, que jouera effectivement la Commission dans le pilotage et le suivi de ces plans. Le Parlement européen a un avis, s'est exprimé avec beaucoup plus de réserve. Il a réaffirmé notamment la crainte de distorsion de concurrence entre États membres et le risque que la simplification ne profite en fait qu'à la Commission. Globalement, il y a un consensus au niveau du Parlement et du Conseil pour défendre le maintien des paiements directs en tant que premier filet de sécurité du revenu des agriculteurs, mais bien évidemment, les mécanismes de redistribution, plafonnement, paiement redistributif, par exemple, mécanismes aussi de convergence des soutiens, font bien évidemment débat. S'agissant des soutiens couplés que la France met en œuvre, notamment, ils sont soutenus par une majorité des États membres, à l'exception des pays du nord de l'Europe, Danemark, Suède, Pays-Bas, mais aussi Allemagne, qui y sont fortement opposés. Les outils d'organisation économique de l'OCM, qui ont fait l'objet d'un renforcement dans le cadre de la discussion Omnibus, suscitent toujours des réserves de ces mêmes pays du nord de l'Europe, ce qu'on appelle, nous, les pays libéraux. Les outils de gestion des risques, il y a un consensus bien évidemment pour renforcer ce type d'outils, même si bien évidemment leur déclinaison doit s'inscrire dans le cadre d'une subsidiarité laissée aux États membres pour faire face, donc pour répondre aux enjeux spécifiques des filières et des systèmes de production de chaque pays.
S'agissant de la nouvelle architecture environnementale de la PAC, il y a globalement un consensus pour la non-reconduction du verdissement, qui a été fortement critiqué, mais pas forcément sur son intégration dans la conditionnalité, ce que laisse entendre la Commission. Donc la Commission envisage de fait d'intégrer tout ou partie du verdissement dans la conditionnalité. Et ensuite, il y a un intérêt mitigé pour la mise en place de paiements incitatifs environnementaux sur le premier pilier, ce que la nouvelle réglementation européenne devrait donner la possibilité. Et par contre, donc, il y a toujours une reconnaissance du rôle, de l'importance du rôle joué par les mesures agro-environnementales. Alors, ensuite, donc, on a parlé outils. Donc, je vous ai un peu donné où on en est de ces premières discussions. S'agissant du budget, donc, la Commission a publié sa proposition de cadre financier pour l'Union européenne. Donc, il faut parler bien près du micro. Pardon, excusez-moi. Donc, le 2 mai. Ce budget est en augmentation, et notamment pour faire face à de nouvelles priorités, donc défense, sécurité aux frontières, prise en compte des enjeux de migration, recherche, innovation, etc., etc. Mais ce budget se fait au détriment, ces propositions se font au détriment des deux politiques traditionnelles de l'Union européenne, qui représentaient jusqu'à présent l'essentiel du budget, que ce soit la politique de cohésion et, ce qui vous intéresse en premier lieu, la politique agricole commune. Donc la politique agricole commune, alors, donc là je vous ai mis tous les chiffres en euros courants, euros constants. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que la proposition que fait la Commission, c'est une baisse du budget en valeur par rapport au cadre actuel de 5% pour intégrer en fait la perte de la contribution britannique. Mais ensuite, ce budget en fait, elle le voit stabilisé en fait tout au long de la programmation. C'est-à-dire que ce budget ne va pas tenir compte de l'inflation. Donc en fait, de fait, la politique agricole commune et la politique de cohésion vont participer au financement de la montée en puissance d'autres politiques. Alors ce qui donne en fait, quand vous ramenez en euros constants 2018, des coupes assez sombres. Donc sachant qu'en plus ces coupes sont différenciées entre le FEAGA, le premier pilier, et le FEADER. Donc si on raisonne, l'enveloppe globale pour le prochain cadre financier serait de l'ordre de 365 milliards d'euros, donc la baisse de 5% en valeur, et de 17% si on ramène en fait aux euros 2018, quoi, ce qui est assez important. Avec donc pour le FEADER une coupe plus importante que sur le premier pilier, avec une baisse en euros courants de 15%, donc en euros constants ça fait moins 26%, et pour le FEAGA une coupe de 2% en courant, en valeur, et en volume une coupe de 14%. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour la France, dans la mesure où, comme vous le savez, nous sommes le premier bénéficiaire de la PAC, à la fois sur le premier, en particulier sur le premier pilier, puisqu'on récupère en fait 20% du budget. Et donc pour mémoire, donc, la baisse, il y avait déjà eu une baisse du budget de la PAC sur la précédente programmation, mais elle avait été moindre, puisqu'elle était de 12%, alors qu'ici on atteint une valeur de 17%. Donc voilà ce qu'on peut dire de façon très factuelle sur la proposition du budget. Je reviendrai ensuite sur les réactions françaises. Donc sur les éléments de calendrier de contexte nationaux, ce qu'il faut dire en fait, s'agissant de la négociation budgétaire, donc il a été clairement réaffirmé que la PAC est une priorité pour la France. Et bien sûr, après, il reste une priorité pour la France, même s'il faudra prendre en compte les nouveaux enjeux de sécurité, de défense et de migration. Donc, la France défend un budget plus lisible, plus flexible, la fin de tous les rabais, puisqu'un certain nombre de contributeurs nets, et pas que le Royaume-Uni, bénéficient de rabais sur leurs contributions, c'est-à-dire qu'ils contribuent moins que ce qu'ils devraient. Et ensuite, la France défend la mise en place de nouvelles ressources propres pour la Commission, en plus de la contribution des États membres. Et un renforcement des conditionnalités pour l'accès aux aides, notamment sur la politique de cohésion. Donc la France a réagi de façon assez virulente à la proposition législative de la Commission. Donc là, ça ressort mal, parce que je pense qu'il y a un problème en fait d'adéquation du format du diaporama. Mais donc le ministère de l'Agriculture a fait un communiqué de presse, donc avec l'accord de Matignon et de l'Élysée, en fait,
où donc il a été clairement réaffirmé en fait que le compte n'y était pas sur le budget de la PAC et que ce budget était insuffisant en fait, notamment en particulier sur le premier pilier pour assurer un soutien adéquat du revenu des agriculteurs. Et la demande qui est faite, c'est de stabiliser le budget en valeur sur la prochaine programmation. Et donc là, il y a une position très forte du ministère de l'Agriculture à cette coupe de 5%. Alors ensuite, sur le travail sur les outils au niveau national, donc nous, le ministère a commencé à travailler sur les outils de la future PAC, en fait, en s'articulant au regard des annonces et des orientations qui ont été données par le président de la République à un certain nombre de moments clés, discours de la Sorbonne, discours des EGA à Rungis, mais aussi son discours dédié au monde agricole et son discours à la nouvelle génération agricole pour fixer les priorités françaises pour la future PAC. J'y reviens dans un instant. Et ensuite, donc, il y a eu tout un travail, donc ça c'est pour l'aspect gouvernement français et travail entre les ministères, et puis ensuite il y a eu un travail qui a été fait en fait pour associer les parties prenantes à la préparation de la future PAC. Donc il y a eu un premier événement qui a été conduit le 19 décembre 2017, donc, où le ministre Travert a réuni un certain nombre de ses homologues à Paris et a associé les parties prenantes, organisations gouvernementales, mais bien évidemment les régions de France, les syndicats agricoles, pour discuter, partager les grands enjeux de la future PAC. Et à l'issue de cette journée, en fait, à laquelle ont aussi participé des parlementaires européens, donc un papier de position français sur la future PAC a été présenté et diffusé très largement dans les instances européennes. Les réflexions de fond se poursuivent et notamment donc, les parties prenantes ont été associées dans le cadre de réunions thématiques tout au long du mois d'avril 2018 et je vais y revenir dans un instant. Alors, s'agissant des priorités françaises pour la future PAC, en fait, on en a 4. En fait. On a d'abord de favoriser le développement des entreprises agroalimentaires, de renforcer la compétitivité des filières, et donc notamment en assurant un juste prix pour les producteurs en lien avec le travail sur les EGA, et notamment donc avec comme priorité de renforcer l'organisation, la structuration des filières, et de favoriser en fait la montée en gamme des productions pour permettre une meilleure valorisation des produits. Et donc cette priorité-là, elle se décline à la fois avec des outils réglementaires de l'organisation commune de marché, mais aussi dans le cadre des outils incitatifs. On pense notamment aux aides couplées. Il y a tout un volet sur la gestion des risques, je ne vais pas trop le détailler ici, mais l'idée c'est bien d'avoir en fait différents types d'outils, les paiements découplés pour assurer le soutien de revenus, mais aussi des dispositifs nationaux, dispositifs fiscaux qui favorisent la constitution d'une épargne de précaution les bonnes années pour les agriculteurs, et puis aussi d'avoir un développement et une diffusion plus large des outils de type assurantiel et fonds de mutualisation. Ensuite, la France porte et très fortement aussi un renforcement de la réserve de crise européenne qui n'a pas été utilisée sur la précédente programmation parce qu'elle était de fait inapplicable. Et on souhaite qu'il y ait un fonds dédié pour faire face aux crises exceptionnelles, crises majeures comme on a connu ces dernières années dans différents secteurs, notamment le secteur du lait, mais plus largement dans tous les secteurs en fait en France. Ensuite, sur les aspects environnementaux, donc il y a 2 axes de travail en fait. Il y a à la fois comment mieux rémunérer les services environnementaux rendus par l'agriculture, inciter à la performance environnementale. Donc c'est la rémunération des pratiques. Donc à la fois au travers de la conditionnalité, mais aussi donc la France porte la mise en place d'un outil de paiement incitatif sur le premier pilier pour rémunérer les services environnementaux. Et ensuite, la France souhaite favoriser la transition, la transformation des systèmes de production pour faire face aux nouveaux enjeux, qu'ils soient climatiques, énergétiques, territoriaux, au travers d'un certain nombre d'outils, soutien spécifique aux filières dites vertueuses, limitées dans le temps, pour faciliter la constitution et les démarches de filières, mais aussi favoriser donc maintien des mesures agro-environnementales et aussi tous les volets du développement rural sur le soutien aux investissements, au conseil, favoriser le conseil et l'accompagnement des exploitations dans le changement de pratique. Alors ensuite, sur l'association des parties prenantes nationales, donc je vous ai dit qu'il y avait une conférence sur la PAC le 19 décembre 2017. Et ensuite, donc, le ministère a engagé un cycle de réunions thématiques tout au long du mois d'avril qui ont porté en fait sur 4 sujets: gestion des risques et des crises, structuration et compétitivité des filières,
soutien aux revenus, architecture environnementale. L'idée, en fait, c'était de partager nos réflexions et préparer la position française, ou les grands axes de la position française, en vue des négociations à venir. Et donc, le ministre de l'Agriculture a réuni donc, en format CSO l'ensemble des acteurs le 2 mai pour partager les réflexions et s'est engagé également à associer les différents acteurs tout au long de la négociation pour les tenir informés de l'avancement des négociations et puis aussi de voir comment faire évoluer la position française et aussi mettre en avant et illustrer les enjeux de la négociabilité, ce qu'il est possible ou pas d'avoir au niveau européen. Donc ces réunions ont eu plutôt une bonne participation et elles ont plutôt été appréciées puisque donc ont été associées les organisations professionnelles agricoles mais aussi les acteurs de l'aval et puis comme je l'ai dit les différentes organisations gouvernementales et puis Région de France aussi bien sûr étaient associées à ces réunions. Ce qui ressort de la discussion avec les acteurs, en fait, c'est qu'il est nécessité de maintenir donc un socle commun au niveau européen pour éviter toute distorsion de concurrence, je l'ai déjà dit. Et ensuite, en fait, donc, il y a le constat en fait, que les outils de soutien couplé que sont aujourd'hui insuffisants parce qu'ils n'ont pas de rôle d'orientation et ne participent pas à la transformation des filières et des systèmes de production, et que demain, en fait, il faudra avoir la possibilité de renforcer les conditions d'éligibilité des bénéficiaires à ces soutiens pour favoriser la structuration des filières, donc par exemple conditionner les aides à l'adhésion à une organisation de producteurs, ou éventuellement conditionner les aides à la montée en gamme à des productions de qualité, notamment par exemple participation à une démarche de qualité de type IG. Et donc l'idée en fait c'est de rénover ces soutiens couplés pour les rendre dynamiques en fait, pour accompagner en fait des démarches de structuration et d'organisation, de transformation des filières, et notamment au regard de ce qui a été identifié dans le cadre des plans de filière des EGA. Donc ça c'est un point important, c'est une position qu'on porte au niveau européen, d'avoir le maximum de souplesse sur les soutiens couplés pour en faire vraiment des outils d'accompagnement des filières. Ensuite, sur l'OCM, il y a un constat en fait que sur les aspects réglementaires, pour tout ce qui est organisation économique, organisation de producteurs, interprofession, dérogation de droit de la concurrence, nombreuses avancées ont été obtenues dans le règlement Omnibus et qu'il sera difficile d'aller plus loin. Mais par contre, donc, il y a un intérêt exprimé pour que les programmes opérationnels qui sont aujourd'hui en vigueur dans un certain nombre de secteurs limités, fruits et légumes, viticulture, huile d'olive, apiculture, soient ouverts potentiellement à d'autres secteurs si les filières en font la demande, ce qui nécessitera une articulation avec les paiements directs et les soutiens couplés. Et bien évidemment, donc, dans le cadre de ce groupe de travail, donc, ont été réaffirmés donc, l'importance des outils d'accompagnement des investissements, de transformation des systèmes de production, mais aussi d'accompagnement des agriculteurs en adéquation avec les dynamiques des filières, des systèmes de production et des projets de territoire.